Et alors que dimanche dernier au Caire, les pays médiateurs que sont le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, eh bien, ces derniers ont mis sur la table une nouvelle proposition en 3 étapes de cessez-le-feu, étape qui, eh bien, devrait être rejetée par le Hamas qui a déclaré que ce projet de trêve ne répondait pas aux exigences des factions militantes palestiniennes, mais qu'il étudierait cette offre plus en détail et communiquerait sa réponse aux médiateurs ultérieurement. Dans le même temps, alors que les mouvements de troupes de Tsahal semblent indiquer la poursuite de leur mission dans la zone de Rafah, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se dit déterminé à lancer une offensive terrestre dans cette zone présentée comme le dernier grand bastion du Hamas. Pour autant, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a assuré hier qu'Israël n'avait pas fourni aux États-Unis de date précise pour cette éventuelle opération. Je vous rappelle que ce nouvel épisode du conflit israélo-palestinien a fait 33 360 morts, en majorité des civils, selon un nouveau bilan étudié mardi par le ministère de la Santé du Hamas. Toujours à l'international, alors que les surcapacités de productions industrielles et les pratiques concurrentielles déloyales de la Chine sont au centre des préoccupations américaines, hier, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a rappelé qu'elle restera vigilante à ce que les biens produits à bas coût ne mettent pas en péril la concurrence, notamment européenne. S'exprimant avant le voyage du chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin samedi prochain, Ursula von der Leyen a déclaré que les entreprises européennes devraient avoir le même accès au marché chinois que les entreprises chinoises en Europe. Ces déclarations interviennent au lendemain de la visite en Chine de la secrétaire américaine au Trésor qui a rappelé que Washington n'accepterait pas que les aides directes et indirectes du gouvernement chinois nuisent aux entreprises américaines. Enfin, côté chinois, les autorités locales tiennent à rappeler que la loi américaine sur la réduction de l'inflation n'est rien moins d'autre qu'un vaste programme de subventions destiné à favoriser les entreprises américaines. L'agence de notation Fitch a révisé hier à la baisse sa perspective sur la note souveraine de la Chine à négative, invoquant des risques pour les finances publiques alors que l'économie est confrontée à des incertitudes croissantes quant à sa transition vers de nouveaux modèles de croissance. Fitch anticipe désormais que le déficit public atteindra 7,1% du PIB en 2024 contre 5,8% en 2023. L'agence de notation prévoit par ailleurs que la croissance économique du pays ralentira à 4,5% en 2024 contre 5,2% l'année dernière, et ce contrairement à Citi et au FMI qui ont tous deux révisé à la hausse leurs prévisions. Ceci étant, Fitch a confirmé la note de crédit de la Chine à A+, une décision qui, selon l'agence, reflète l'économie vaste et diversifiée du pays, ses perspectives de croissance du PIB toujours solides par rapport à ses pairs, son rôle intégral dans le commerce mondial des marchandises, ses finances extérieures robustes et le statut de monnaie de réserve du yuan. Le ministère chinois des Finances a rapidement réagi, jugeant cette décision regrettable. Je le cite, les résultats montrent que le système d'indicateurs de la méthodologie de notation du crédit souverain de Fitch n'a pas réussi à refléter de manière efficace et proactive les efforts déployés par Pékin pour promouvoir sa croissance économique, a déclaré donc le ministère dans un communiqué. La crise continue chez Boeing et l'avionneur américain a en effet hier fait état de seulement 29 livraisons d'appareils sur le mois dernier contre 64 en mars 2023, et ce alors que sa cadence de production du 737 MAX a été limitée par l'autorité américaine de l'aviation civile à la suite d'une série d'incidents. Et les problèmes s'amoncellent pour l'avionneur américain puisque nous avons appris hier qu'un ingénieur de Boeing, identifié comme étant Sam Selpour, employé depuis plus de 10 ans par le constructeur, a contacté la FAA, l'administration fédérale de l'aviation, pour signaler que la façon dont sont assemblés les différents tronçons du fuselage du long courrier Dreamliner pouvait affaiblir l'avion dans le temps. Et pour le moment, la FAA a refusé de commenter la plainte qu'elle a reçue en janvier. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont clôturé en baisse. Les investisseurs attentistes avant la prochaine décision de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. L'ouverture de la saison des résultats d'entreprises en zone euro ce jeudi ne plaide pas également pour des initiatives haussières. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,86% à 80 049 points, à 8 049 points, pardon. Le DAX à Francfort a reculé de 1,32%
0,9% à 18 077 points, tandis que le FTSE à Londres n'a cédé que 0,11% à 7 934 points. Aux États-Unis, même rengaine qu'en Europe, où les investisseurs sont restés prudents à la veille de la publication des données sur l'évolution des prix outre-Atlantique et à quelques jours de l'ouverture de la saison des résultats trimestriels d'entreprise, le Dow Jones a reculé symboliquement de 0,02% à 38 883 points, alors que le S&P 500 a lui gagné 0,14% à 5 209 points, tout comme le Nasdaq qui s'est lui étoffé de 0,32% à 16 306 points. En Asie ce matin, le thème central reste la prudence. Tokyo a fini en repli de 0,48% à 39 581 points. En France, hier, le SBF 120 a reculé de 0,79% et le CAC Mid & Small de 0,65%. Dans le détail, Biomérieux a signé la plus belle performance du SBF 120 grâce à un gain de 8,59% à 106,20 €. Le titre du spécialiste du diagnostic in vitro s'est envolé suite à la mise à jour de ses guidance sur la période 2024-2028. A l'inverse, Atos s'est effondré hier après l'annonce par le groupe en difficulté de besoins de refinancement de près de 1,2 milliard d'euros, synonyme de dilution pour les actionnaires historiques. L'action du groupe informatique a dévissé de 13,64% à 1,99 €. Sur le Forex, à l'image des marchés actions, les cambistes, prudents voire pétrifiés avant les données CPI outre-Atlantique, ont préféré jouer la carte de la prudence. L'euro est ainsi resté stable à 1,0854 $. Sur le marché, des rendements souverains. À mesure que le pivot de la BCE se matérialise, les rendements des taux souverains en zone euro poursuivent leur repli. Le rendement du Bund à 10 ans a cédé un peu moins de 8 points de base à 2,364%, alors que celui du Bund à 2 ans a reculé d'un peu moins de 4 points de base à 2,886%. À l'heure de la fermeture des marchés en Europe, le 10 ans américain lui reculait de 5,6 points de base à 4,3676% contre 4,4% pour le taux à 2 ans qui se situait à 4,7447%. Enfin, sur les marchés pétroliers, à la surprise générale, les prix ont reculé hier. En effet, le retrait des troupes israéliennes de Gaza ainsi que la nouvelle proposition de trêve actuellement étudiée par le Hamas semble avoir réduit la prime de risque géopolitique. En outre, le dernier rapport de l'AIE publié hier anticipe une hausse de la production mondiale pour les 3 derniers trimestres de 2024 ainsi qu'une hausse de la consommation, ce qui globalement annonce un marché à l'équilibre. Du coup, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a reculé de 1,06% à 89,42 $. Quant au baril de West Texas Intermediate avec échéance mai, il a lui cédé 1,39% à 85,23 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 10 avril 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, et avec plaisir, nous retrouverons David Turcage. David qui, dans son chronocac remanié à la sauce iWave, va faire le tour pour nous des principaux indices actions et a sélectionné pour nous quelques actifs que je crois être l'or et l'argent. Il va nous expliquer tout ça dans un instant. À tout de suite sur Téléfinance.